Voilà, nous voici donc à cette fameuse soirée ou fin d'après-midi de conclusion du Forum des Corbettes qui a eu lieu cette semaine. Nous allons maintenant vous faire, à l'aide de Melinda, alias Nikita, une petite synthèse de tout ce que nous avons vu. Évidemment, c'est extrêmement synthétique, c'est extrêmement concis, jour après jour, depuis le début de cette semaine, c'est-à-dire mercredi passé. Et nous avons parlé de différents thèmes qui nous intéressent autour de la ville, et il y avait la présence notamment de la bibliothèque de Globe Livre qui ont animé des activités dehors, mais il y avait également des promenades urbaines pour discuter de nature en ville, ainsi que des ateliers, des imaginaires autour des maquettes et des cartes de renom. Et une dame. Tout à fait. Est venue et elle nous a dit « C'est très sympa Renan, mais il y a trop de bruit en bas de mes fenêtres. Il y a trop de bruit des jeunes qui fument des kékés en bas sur la place de jeu, et puis il y a trop de bruit des gens qui font vroom vroom sur la route de Cossonay. » Il y a eu donc la visite des enfants, où Madame Agathe Cavial a présenté aux enfants la nature en ville, et notamment les jardins historiques et nourriciers. Et elle a remarqué avec surprise que les enfants n'étaient pas tous sensibilisés de la même manière concernant la nature en ville. Certains n'avaient jamais entendu parler de nature en ville. Surprenant. Nous avons également effectué de magnifiques cartes mentales avec les enfants autour de la maquette, et avons observé différents éléments. Nous pouvons voir donc ici avec le lieu d'habitation de l'enfant au centre, et l'importance notamment avec les terrains de foot qui sont des espaces fortement appropriés par les enfants. Ici nous voyons une autre représentation avec notamment un enfant qui se rend à l'école en trottinette depuis chez lui, qui habite au-dessus de la COP à la place du marché. Ici, une représentation beaucoup plus schématique, je dirais, avec une rationalisation dans le dessin des espaces et des fonctions de la ville. Chaque chose a l'air d'avoir sa place de manière bien définie. Une petite anecdote, terrasse ici, mais sans frontières celle-là. On observe également la présence des routes et des passages piétons que les enfants ont observés. Ils sont très sensibles à leur environnement. Et on observe au-dessus également les arbres. Alors, tout le monde a participé, même des plus jeunes, particulièrement ici avec une enfant de 4 ans qui nous dessine sa jolie maison. L'enfant de 4 ans qui est là, présente dans le public. Bravo! Comme on peut le voir sur ce dessin, une fois de plus, la route est présente et le passage piéton prend une place importante. Mais il y a encore les arbres qui sont au-dessus de ces routes. Ce qui montre que les enfants ont compris qu'il y avait des voitures et qu'elles étaient dangereuses. On peut retrouver aussi l'importance du parc de verre d'eau, qui est représenté ici par ce grand carré où les enfants jouent pour faire notamment du foot, mais pas seulement, car c'est un terrain qui, d'après ce que j'ai compris, n'est pas homologué, et donc il y a plein d'activités qui se passent là-bas et beaucoup de nature. En plus de cela, il y a également les filles qui viennent jouer sur ce terrain, et j'ai cru comprendre qu'il y avait des matchs de foot filles-garçons, et que donc tout le monde s'approprie le terrain et il n'y a pas de laisser pour compte. C'est ça. Des équipes, si on a bien compris, pas mixtes, mais filles contre garçons. Et des fois, c'est des garçons avec filles. Ok, d'accord. Faut pas déconner. Voici le résumé des cartes mentales des enfants. C'était mercredi. Ça, c'était mercredi. Que s'est-il passé jeudi? Voilà 2-3 éléments très synthétiques que je retire de cet après-midi extrêmement chargé. La première chose, c'est que il faut sensibiliser les gens. C'est très bien d'avoir des règlements, mais il y a un élément fondamental dans les questions de développement durable en particulier,
c'est qu'il faut sensibiliser les gens et qu'il y a un aspect qui revient régulièrement dans l'ensemble des débats, c'est que la règle s'oppose à la liberté et qu'il est important que les gens comprennent qu'il y a de la liberté, mais il y a la règle, et s'il y a des règles, il y a peut-être aussi de la liberté. Le plan d'affectation communale a été... J'ai mieux après. Le plan d'affectation communale a été appelé le PACOM du vide. Enfin, le futur, sa révision. Est-ce le PACOM du néant pour autant? Est-ce que ça veut dire que c'est un PACOM sans règles? Est-ce que c'est less is more, comme disait Johnson, Miss Van der Rohe? Peut-être pas, et les Anglais aussi. On a appris dans cet après-midi que Renault est une ville de passage. Sur les 21 000 habitants, 10 000 changent de domicile chaque année. Ça ne veut pas dire qu'ils changent de commune, c'est-à-dire qu'ils changent de domicile. Et c'était pas... Nous avons observé cela également dans les cartes mentales où les enfants ont représenté 2 logements sur le dessin, le logement actuel et le logement où ils habitaient avant le déménagement. Mais ça ne s'oppose pas à une identité très forte, en particulier de certains quartiers qui étaient reconnus, c'est vraiment 10-20. Ensuite, certains membres de l'administration ont reconnu la grande diversité culturelle, sociale, mais ont admis qu'il n'y avait pas de ghetto à Renan et que c'était une très grande force de la ville. C'est cette mixité qu'il y a un peu partout, à part quelques nids de certaines communautés, mais en général, il y a très peu de ghettos, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir. On a discuté de l'habitat renanais, et on s'est posé la question de savoir si cet habitat a des particularités. Et oui, à ma grande surprise, cet habitat, il doit être plus petit, et en général, il est plus petit, puisqu'il est, avec Mérin, le plus petit de Suisse, avec 32 mètres carrés par habitant, ce qui montre que peut-être qu'il y a des questions particulières à se poser sur cette question de l'habitat pour définir l'habitat de demain, en particulier sur les questions de loyer et donc d'accessibilité au logement. Est-ce qu'il y a des typologies de logements particulières à Renan? On a vu ici, et il y en a dans la salle, des cousinades entières qui occupent 3 des 4 maisons d'en face. Et donc on s'est posé la question, est-ce que l'idéal ne serait pas de développer des logements plurifamiliaux pour que les cousins, cousines, premier, deuxième, troisième degré, double, mix, triple, puissent vivre les uns à côté des autres, comme les cousins des Corbettes. On s'est posé la question de la planification, mais on s'est aussi beaucoup intéressé à l'exploitation, c'est-à-dire à la vie de ce qu'il y a après. Planifier, c'est bien, vivre, c'est mieux. Certains ont revendiqué le droit de réaliser des terrains vagues, et donc de faire une planification pas tout à fait nette, vague. Une planification pas trop planifiée, une planification sauvage peut-être même. Les espaces publics sont très importants, mais on s'est rendu compte que le corollaire des espaces publics qui sont à l'extérieur, c'est de pouvoir créer des tiers-lieux, donc des lieux surtout gratuits. Et voilà, et c'était ça pour le jeudi. Nous avons accueilli urbanistes et architectes pour discuter de l'outil PACOM, outil sur le plan d'affectation communale. De nombreux sujets ont été abordés au terme de 4 entretiens différents. Le premier de ces entretiens était un retour d'usagers sur le règlement actuel. Que peut-on en tirer de ce premier entretien? Eh bien, je vais vous répondre, cher Mathieu. Le consensus général a été résumé par Christian Bridel qui dit « Il n'y a pas de bon règlement ». Quand on révise son règlement, c'est effectivement mettre la barre assez haut. Et il insistait en disant « Aucun règlement ne favorise les bons projets ». Donc déjà, nous voilà mal barrés. Ensuite, on a les usagers actuels du règlement, Yves Dreyer et Christian Bridel, ont insisté sur le fait que le règlement du plan d'extension actuel permettait une grande souplesse, une grande agilité,
et finalement démontrait la capacité de bon sens de la commune, que ce soit ses services ou sa municipalité, qui ne sont pas forcément des interprétations au-delà de la norme, des dérogations, non, mais juste des interprétations ouvertes qui permettaient glissement, tolérance, confiance, et elle était l'expression d'un grand dialogue avec la ville. On a aussi discuté du nom de l'Office de la police des constructions, qui s'appelle en fait Opolco. Et certains ont dit qu'il fallait changer ce nom et que police ne devait plus s'appeler police et que construction ne devait plus s'appeler construction, donc il ne reste plus que office, pour valider deux aspects importants. Deux aspects importants, c'est la notion d'accompagnement et non pas de police, et puis peut-être la notion de vide qui est voulue dans la révision du plan d'affectation communale, qui dépasse la seule question des constructions et des droits à bâtir. À ce titre, l'actuel chef du service Opolco nous a rappelé que ses prédécesseurs lui ont transmis une étoile de shérif qu'elle a toujours refusé de porter. Et donc la question se pose de savoir si la municipalité décidera de lui donner un blâme ou ce que fait la police dans cette affaire pour lui imposer le port de cet attribut essentiel. Ensuite, le chef du service d'urbanisme est venu pour rappeler cette histoire de dialogue et insister sur le fait, en citant ceci de l'accompagnement important, si vous venez avec un bon projet, on va s'occuper de vous. Certainement qu'il est mal dit, hein. Si vous venez avec un bon projet, on va s'occuper de vous. C'est pas on va s'occuper de vous façon mafieux qui veut s'occuper de ses victimes. On a longuement discuté de techniques, de notions de bonus, d'indices, de l'importance des indices, mais quand même peut-être pas trop, de valoriser les planifications directrices aux dépens de la planification qui octroie des droits à bâtir, enfin plein de choses extrêmement techniques, de cette idée de vision dont on a reparlé encore ce matin, et donc tout ceci aux dépens et au profit, ou plutôt aux dépens des aspects un peu juridiques, ce qui nous a permis de relever le fait que, ici à Renan en tout cas, la chef de Opolco est une architecte et que ça peut-être participe aussi à l'appréciation fine des projets sur des questions de qualité et non pas d'appréciation juridique uniquement. Ce n'est donc pas qu'une question de souplesse, mais aussi de personne. On est arrivé à conclure que c'était une planification qui devait se poursuivre de façon positive et non pas juste défensive et par la négative, et que, par exemple, il y a des modèles qui existent et qui pourraient être la base d'une réflexion pour Renan, qui existe par exemple à Delémont et ailleurs en Suisse, mais je ne me souviens plus où, d'une logique de cahier des charges. C'est-à-dire, plutôt que d'arriver... C'est Sierre, par exemple, qui fonctionne comme ça, avec moins de succès, effectivement. C'est-à-dire, plutôt que de mettre des règles, des obligations et des interdictions, donner un cahier des charges qui est la base d'une planification, et si les gens arrivent à se mettre d'accord sur un cahier des charges, c'est que déjà, on a une planification positive et non pas défensive. Ça, je l'ai déjà dit. Un peu plus tard, Xavier Fischer est venu avec une très jolie citation que je pense qu'on va pouvoir apprendre par cœur ces prochaines années et se répéter ça dans les écoles d'urbanisme et d'architecture. On ne peut pas dessiner la ville, mais on ne peut pas faire de règles sans dessin. Et il précisait, sans dessin, D-E-2-S-I-N, le fait de dessiner, mais sans dessin, D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire sans vision. Il résumait ainsi la logique importante ou les revendications des précédents urbanistes qui ont insisté sur la question de cette vision. Le dessin, la vision de la ville est finalement aussi importante que la capacité de dessiner la ville. Christian Wiesmann a insisté sur le fait qu'une bonne ville est une ville connue. En fait, il n'y a rien à inventer, tout est à réinventer, pour paraphraser ce que nous disait, on s'en souvient, Luigi Snozzi. On s'est posé la question de savoir si Renan était une ville finie. Finie au propre, pas au figuré, évidemment. C'est-à-dire, est-ce que c'est une ville qui a atteint ses limites? Et Bruno Marchand, professeur Marchand, nous a rappelé que quantitativement, certainement, puisqu'on était arrivé au bout du plan d'extension de la ville de Renan, c'est-à-dire qu'on avait fini l'extension de la ville, qui en 1947 a commencé avec son extension, et fini, puisque toutes les limites, toutes les frontières communales du moins, ont été atteintes. Mais il nous rappelait que la ville n'est jamais finie. Tant qu'elle ne s'est pas effondrée, elle n'est pas finie, puisque la ville est un organisme vivant, c'est-à-dire que finalement, avec la vie, et donc ça rejoint
discussion tout à l'heure, la ville n'est jamais finie tant qu'il y a des humains qui y vivent. La question du dessin de la ville à partir d'une ville qui a été largement construite depuis 1947 renforce les notions de patrimoine qui existent aujourd'hui, qui est une bonne base pour la suite de son développement, de son identité, et donc s'oppose au projet de tabula rasa, comme celui qu'on voit sur le panneau ici, et qui milite plutôt pour une ville hybride, c'est-à-dire une ville qui comprend les évolutions de la deuxième moitié du XXe siècle comme un patrimoine à partir duquel on développera la ville, une ville hybride, une ville hétérogène qui comprend le patrimoine comme une ressource. Le mercredi, avec Agathe Cavial, nous avons aussi discuté du patrimoine, mais un patrimoine différent, le patrimoine plutôt végétal, et donc celui de l'arborisation des villes, qui est peut-être plus en arrière par rapport au patrimoine construit de nos villes. Tout à fait, Mathieu. La question de l'extension de la ville renvoie à une autre question intéressante, soulevée par Bruno Marchand, et pas moi, sur la notion de croissance. C'est que finalement, la ville a cru pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a cru exactement comme l'économie, comme la démographie pendant toute cette deuxième partie de siècle. Et la croissance, aujourd'hui, à Renan, est finie. Et la question est assez intéressante, c'est que le changement de paradigme que cela veut dire dans l'urbanisation de la ville, c'est-à-dire on va devoir développer vers l'intérieur plutôt que d'admettre qu'on va pouvoir repousser les limites de la commune, renvoie à une question à l'échelle de la planète. C'est que maintenant que l'on sait les ressources de la planète épuisées et que nous les avons dépassées, eh bien, ce changement de paradigme est le même à l'échelle des questions écologiques et des ressources planétaires qu'à l'échelle de la ville de Renan. On aborde une nouvelle ère avec ce PACOM, et c'est l'ère de faire avec ce qu'on a et s'en sortir avec des ressources limitées. Nous avons largement discuté des questions de commission d'architecture. C'était prévisible, c'était annoncé, on n'a pas été déçus. La commission d'architecture est pour Renan une évidence pour l'ensemble des participants, parce qu'en fait, elle est une manière de construire le dialogue, et finalement le dialogue c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui entre architectes présents du moins et l'Opolco et ses services. Le débat sur les qualités, les différentes qualités, en particulier les qualités du patrimoine bâti, milite pour un urbanisme négocié et donc d'en discuter dans le cadre d'une commission ou d'une autre. Finalement, nous avons fini avec un véritable plaidoyer pour le projet. Bruno Marchand a parlé d'embellissement. À partir du moment où on a fini la partie extension, il était temps de passer à l'embellissement de la ville, intégrer les paysagistes par exemple, et construire la ville sur elle-même, ce qui a permis à Tinetta Mestre, municipal de l'urbanisme, de dire « Nous, on croit au projet ». En conclusion de cette journée de vendredi. Une journée donc pleine de réflexions, qu'on vous invite à retrouver en ligne, car elle a été notamment filmée et sera disponible pour un visionnage. Le samedi, nous avons notamment reçu Femmes Solidaires et Sans Frontières dans un entretien le matin, et il y a eu un entretien avec Monsieur Camacho du collectif 48 qui nous a parlé de l'action du fer et des jardins potagers notamment, et il y a eu ensuite des entretiens avec la Manivelle et l'Ocircus qui sont tous dans la question du partage d'objets et les questions liées à la consommation et à l'alimentation. Avec Femmes Solidaires Sans Frontières, donc, qui font absolument tout, plein de choses, des cours de français, des conférences, des rencontres, développent des paniers de légumes, des projets alimentaires, des luttes féministes ouvertes aux hommes, sauf aux dragueurs, ont-elles précisé. On a retenu une phrase très jolie, c'est « On est tous des locataires de la planète ». Petit moment de réflexion, à méditer. Elles ont revendiqué des espaces publics ouverts et nous ont invités à préserver les espaces magiques, c'est-à-dire ces lieux où on peut se rencontrer, c'est-à-dire ailleurs où elles ont l'habitude de se rencontrer dans les couloirs de la Migros, et nous ont ainsi invités à développer des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux où on peut faire du troc, des recycleries, des ateliers de danse, enfin, toutes les idées qu'elles ont en tête.
on leur a rappelé le projet de la savonnerie qui prévoit un tiers-lieu, qui n'est peut-être pas le dernier à prévoir sous cette forme-là. Le collectif 48 et M. Camacho nous ont simplement invités à aimer, à faire de la permaculture, et nous ont dit que leur motivation principale, il nous a dit que sa motivation principale, c'était juste l'envie de jardiner. Ils ont réalisé un soir, et c'était une belle anecdote, un green commando, voyant qu'un projet avait été planté dans la région sur Chavannes, hein, mais à proximité immédiate de la commune de Renan. La commune avait fait planter des arbres qui ont été déracinés un soir, après une nuit arrosée et quelques amis sortant de leur potager. Ils ont vu que les petits arbres étaient déracinés. Ils ont appelé le Green Commando et ils ont replanté les arbres dans la nuit. Ce qui fait que le lundi matin, 2 jours plus tard, la voirie, voyant que les arbres avaient été déracinés et replantés, ont dit que sans leur action, ces arbres étaient morts. Et depuis, ils sont très copains avec les gens de la voirie qui leur apportent terre et eau à disposition, à discrétion. Monsieur Camacho a insisté sur l'initiative, l'idée de laisser la place à l'initiative et au fait qu'il y a des tas de gens qui ont des tas d'envies et qu'il y a des tas de choses qui ont envie de faire. Et finalement, laisser un peu de place à l'implicite, à cette souplesse finalement dont on parlait dans le cadre du règlement du plan d'affectation. En nous rappelant cette très belle phrase, je cite, attention, méditation, « Ce qui n'est pas interdit est autorisé ». Sur l'espace public, M. Camacho est un amoureux de l'espace public. Et je trouve que c'est une personne qui mérite d'être entendue pour se rendre compte finalement de son rapport à l'espace public, pas banal du tout. C'est-à-dire qu'il y a un espace qu'il a un rapport extrêmement décomplexé. Il a peur de rien, pas même des dealers. Et il dit, mais moi je vais discuter avec tout le monde quand je vais promener mon chien. Avec cette phrase très jolie à méditer, « On ne peut pas s'empêcher de discuter avec des gens qui sont dans un parc. » La condition peut-être, bravo Monsieur Camacho, la condition peut-être c'est que le parc soit entretenu. Ça c'est une question importante. Il parlait d'un parc que je ne connais pas, le parc des cèdres. Du cèdre. Des cèdres. Je ne le connais pas. Il concluait son entretien, riche en citations, son entretien, avec une citation extrêmement précieuse. « Plus j'essaye de contenir une rivière, plus elle fera de dégâts quand elle déborde. Il faut accompagner la rivière. » Signé Eduardo Camacho. Et ça, c'est une idée assez importante et qui renvoie à beaucoup de choses du plan et de la façon dont on doit concevoir la ville et dont on doit concevoir une planification. C'est que finalement, il y a des réalités dans ce monde qui nous échappent et c'est une façon de voir l'urbanisme comme une question tout à fait pragmatique et qui renforce l'après-planification. On peut planifier on planifie aujourd'hui, mais on planifie pour demain, à un moment où les gens vont vivre dans cet urbanisme-là. Et donc, c'est plus important de se préoccuper des gens que de l'embellissement pur des espaces. Avec la manivelle et l'O-Circus, peut-être juste préciser, la manivelle, donc, c'est une bibliothèque d'objets. Ils sont devenus propriétaires d'objets qu'on leur a donnés. Et ils mettent à disposition un local à Lausanne pour l'instant, mais pourquoi pas à Renan un jour, bien situé au centre, des objets qui sont loués, qui sont empruntés quand on est membre de l'association. Et ça permet de se poser des questions sur la consommation, notre rapport à la consommation, sur lequel nous reviendrons dans un petit moment. Et puis le circus, le circus.ch, propose de mettre en réseau des gens qui louent, c'est-à-dire qui mettent à disposition d'objets à louer au prix qu'ils veulent, et de gens qui seraient intéressés, évidemment, des objets extrêmement particuliers, par exemple, ça c'était peut-être la manivelle, un télescope, c'était la manivelle qui a un télescope, mais enfin ça peut être des machines à fabriquer des pâtes, des karchers, enfin plein de choses très particulières, des moules à bûches pour Noël. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait jusqu'à ce qu'on voit l'image, effectivement. Mais donc, c'est donc une location d'objets géolocalisés. Toutes les personnes qui mettent à disposition
sont géolocalisés, ce qui veut dire qu'on sait quels objets sont disponibles et à quelles conditions. C'est une mise en réseau, un truc extrêmement d'actualité, et nous questionne, là aussi, sur notre rapport à la consommation, notre obligation de tout acheter. Nous avons également effectué des ateliers autour de la maquette, et nous avons parlé de différents aspects, notamment que ce n'est pas parce qu'on est de Renan que notre champ d'action se limite aux simples limites communales, et qu'en soi, les habitants se baladent autour des communes et profitent des diverses infrastructures. Et certains proposaient d'ailleurs des promenades intercommunales pour connecter tous ces espaces verts et les relier les uns entre les autres. Monsieur Camacho, à ce sujet, qui habite sur Chavannes, nous disait que pour la création de leur but en permaculture, ils étaient venus voler des lombrics sur Renan. Nous avons également effectué des cartes postales de Renan pour avoir une image de ce que Renan représente pour les gens. Nous avons eu un magnifique dessin du parc de Verdeau, d'un enfant qui nous dit « J'ai dessiné ça parce que j'aime bien Verdeau, parce qu'il y a beaucoup de nature, et comme je suis à vélo, je peux aller partout. » C'était presque en rime. Des enfants aussi qui aiment beaucoup leur maison colorée, que nous pouvons voir ici dehors. Renan aussi, qui peut être représenté par le train et la gare, comme on avait vu tout à l'heure. Renan, il y a beaucoup de mouvements. Et aussi, nous avons une carte de la piscine de Renan qui est assez identitaire au lieu, avec une personne qui nous dit qu'elle se balade sur son vélo à une main et que de l'autre main, elle dit bonjour aux gens. Nous avons également discuté de différentes images de Renan. Et ici, avec une image qui était intitulée « Monnaie sur Renan », nous avons parlé de nature en ville qui représentait pour certains habitants l'idéal. Mais ceci nous a emmené éventuellement à parler de la voiture et de l'impact qu'elle a sur les espaces, avec notamment ces routes et ces infrastructures qui sont nécessaires. Et donc, nature ou voiture. Nous avons également discuté de fresques urbaines et on nous a raconté que quand on voit ça, on se croirait à la mer et on sent l'odeur de la mer. Et donc d'une certaine beauté de la ville et aussi grâce à ce genre de dessin, on permet de s'orienter dans la ville et avoir un point de repère. On se retrouve par exemple vers la fresque. On a discuté également de la place du marché, qui est une grande centralité de Renan, même si elle n'est pas au centre, comme nous avons discuté aujourd'hui, avec Renan Village. Et nous avons discuté de son état antérieur, où il y avait de grands beaux arbres. Et c'est une question qu'on peut voir ici, c'est que la nature, ça prend du temps à pousser, et que c'est important de la planifier à l'avance. Nous avons également discuté de l'évolution du nouveau visage de la gare de Renan. Certains trouvaient que c'était vraiment une bonne chose, car avant, à Renan, c'était une cité dortoir et on ne faisait que dormir à Renan. Et qu'aujourd'hui, il se passe plein de choses à Renan. Et d'autres gens trouvaient que ça ne faisait pas vraiment rêver et que c'était un peu terrible. Mais il y a un peu de tous les avis, j'ai l'impression. Voilà pour le résumé des différents ateliers du samedi. Le dimanche, nous avons commencé avec un entretien de la pasteur de Renan, suivi d'une discussion avec Terrasse sans frontières, et nous avons eu à l'extérieur une activité de permaculture avec le collectif 48 pour faire une lasagne de permaculture, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ça ne se dit pas comme ça, si? Une culture en lasagne. Une culture en lasagne, pardon. Et donc, Laurent, qu'avons-nous appris avec l'entretien de la pasteur de Renan? Eh bien, cher Mathieu, Madame Rumpel, qui est en service depuis début octobre, c'est-à-dire depuis très peu de temps, nous a parlé surtout de sa réalité en tant que représentante d'une communauté religieuse, pas encore de sa connaissance fine de la ville de Renan, mais dans le cadre de la discussion, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'église au milieu du village, c'est la Migros et la COP. Et donc, s'est posé la question de savoir si le statut qu'avait le centre de Renan, ou Renan Centre, par rapport au reste de la commune. À partir du moment où
la commune s'est étendue, est-ce qu'il n'est pas temps que le centre perde un peu de son statut de centre ou gagne une certaine identité? On l'a vu avec les projets des CFF, avec les projets immobiliers au centre de Renan, où il y a une très forte concentration commerciale et une très forte intensité avec la gare. S'il ne fallait pas trouver d'autres centres, d'autres identités de centre à travers la commune, et des identités alternatives, c'est-à-dire peut-être découper de la question de la consommation, et c'est poser la question de savoir où nous nous trouvions ici et le temple de Renan, puisque finalement on est à proximité immédiate du temple, ai-je appris pendant l'entretien, et que finalement il y avait peut-être un levier assez intéressant à relier l'occupation d'un temple qui aujourd'hui est plutôt vide et qui pourrait se remplir et accueillir d'autres activités, devenir le tiers-lieu revendiqué par certaines personnes, et puis peut-être intégrer des questions paysagères et des continuités biologiques et des usages de verre d'eau à Renan-Village. Avec Terrasses sans frontières, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, ce sont donc des gens tout à fait fréquentables parce que bien qu'éco-terroristes, ils sont légaux et ils nous ont rappelé une chose importante, l'importance de la biodiversité en ville et nous ont rappelé notre engagement citoyen finalement, notre obligation de réduire nos impacts et surtout d'agir. Cette invitation à l'agir que M. Camacho, qui nous parlait du plaisir de faire, mais finalement se retrouve dans l'activité de Terrasses sans frontières, qui nous dit que chaque mètre carré végétalisé, en plus, est un mètre carré gagné. On retrouve un petit peu ce vocabulaire un peu guerrier, en définitive, mais nous sommes en lutte, et il faut que chaque mètre carré soit l'objet d'une lutte pour la refertiliser, pour que cette ville finalement se développe et qu'on pense finalement le développement de Renan au-delà de juste des questions de construction. C'était la fin de cette petite synthèse qui s'est fait terminer avec Terrasses sans frontières. Est-ce que, cher Mathieu, vous avez quelque chose à rajouter ? Je repense à un point que nous avons abordé, notamment pour la biodiversité. Nous avons parlé beaucoup aussi de rivières et de renaturation de rivières, qui est un enjeu du développement des villes. Et une personne rappelait que les anciens de Renan se rappelaient encore qu'il y avait une chute d'eau sur la rivière de la Broye, et que c'est un paysage qui a aujourd'hui disparu et qui serait peut-être un enjeu de retrouver demain. Nous en avons parlé jeudi d'ailleurs, et reconnu que même c'était bien pratique que canton et confédération financent à 60% des projets de réaménagement comme ça s'est fait sur prix un petit peu en dessus. 90%, pardon. C'était pas une raison pour faire des projets aussi routiers. 3 petits points. Voilà, très bien. Nous sommes arrivés au terme de cette synthèse. Je ne sais pas si des gens dans le public ont une appréciation complémentaire, une citation à nous proposer. Sinon, j'invite Martin Hofstetter, chef du C. Non ? Ou Tinette Ahmed, l'un ou l'autre, pour conclure définitivement cet après-midi et surtout le Forum des Corbettes qui nous a occupés pendant 5 jours. Merci beaucoup pour ce travail. Elle a tout dit. Ouais. C'est sorti du cœur, pleinement sorti du cœur. Oui, merci beaucoup pour ce résumé, pour aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que ce forum vive et nous donne tous ces éléments, toutes ces incitations, tous ces éléments pour pouvoir avancer et travailler là-dessus. Il s'est passé beaucoup de choses. Nous n'étions peut-être pas tellement nombreux, mais ce n'est pas forcément le nombre qui compte, c'est aussi ce qu'il en sort et ce que nous pourrons après, sur lequel les services pourront travailler et apporter dans nos règlements. Donc, que du bonus, si j'ose ce terme ici. Tu m'as cité tout à l'heure, Laurent, disant que j'y croyais.
plus que ça, ce que j'appelais clairement, parce qu'il y avait les professionnels qui vont finalement, il y avait l'équipe qui vont rédiger ce plan d'affectation communale, je leur disais que nous avons besoin demain d'un plan aussi souple que possible, mais aussi sérieux que possible, qui puisse permettre le changement de paradigme que nous ressentons tous, ce besoin de reverdir la ville, ce besoin d'y habiter avec qualité, ce besoin de s'y sentir bien, de pouvoir partager ce qu'on fait Manivelle et d'autres. Et puis c'est bien ce règlement que nous espérons trouver. Et c'est ça qui est particulièrement important. Et je crois que l'esprit est venu à planer là pour le permettre. C'est d'ailleurs un lieu magique qui va continuer à vivre pour permettre ces échanges, parce que, comme dit, il y a des cartes qui ont été dessinées, des images mentales qui ont été dessinées. Il y en a d'autres qu'il faut garder très précieusement, celles des enfants qui ont aussi dessiné leur ville, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on rappelle, si on planifie la ville, c'est bien pour demain. Et les enfants qui grandissent, ça sera leur ville, et c'est en pensant à eux qu'on fait tout ce travail, et c'est très bien s'ils nous motivent dans ce travail, dans cette élaboration. J'ai envie de dire, pour moi, c'est une conclusion, mais Martin Hofstetter, qui est chef de service et qui va piloter tout ça, va avoir la phrase de la fin. Autre chose. Aïe. Non, voilà, le mot de la fin, on le connaît, c'est le même chaque fin de journée. Mais avant ça, et avant les remerciements à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ça, ce qui m'a frappé finalement dans ces jours, qui ont été très denses, très intenses, et que vous avez magnifiquement résumé, cher Mathieu, cher Laurent, cher Nikita. En fait, c'est l'optimisme frénétique dont on fait tous preuve. Au fond, on est sur le pont du Titanic pour se dire « Ah oui, mais on pourrait appeler le plein autrement, puis parler du vide, et puis on pourrait ne pas parler de règles, mais de qualité. » On peut faire énormément de choses, et on a énormément d'actions. Enfin, je ne parle pas des nôtres, je parle vraiment de ce qui s'est passé plus tôt le samedi et le dimanche, et en particulier de nos voisins chavanois, à qui on prête très volontiers nos vers de terre, mais faut qu'ils reviennent après. On est tous très optimistes, donc c'est bien. Allons-y, continuons comme ça, et ça marchera peut-être, on l'espère. Parce que on est quand même parti comme point de départ en disant c'est le PACOM de la résilience, on a un plan climat à mettre en place, l'urgence est là. Et puis, une des choses certaines, c'est que planification et urgence dans la même phrase, ça ne joue pas bien du tout. Donc, l'urgence, elle est peut-être ailleurs. Et par contre, à voir comment les choses vivent, qu'on planifie ou pas, ou qu'on planifie ceci ou qu'on planifie cela, il y a des gens qui font ce qu'ils ont à faire, et c'est juste magnifique parce que ça rassure beaucoup sur l'impact de notre travail. Il y a d'autres gens qui font d'autres choses à côté, et c'est magnifique. Apéro. Ça se termine comme ça, mais avant ça, quand même, merci alors à tous ceux qui ont organisé, donc à Tribu, qui ont reçu un mandat comme ça presque par hasard, mais aussi à Sonia, Catherine, Noélie qui sont plus dans la salle. Enfin bref, il y a plein de gens dans l'administration, et y compris, je les oublie, mais Fred, Caroline, nos élus qui nous donnent de l'argent pour faire tout ça. Enfin, il y a vraiment de gens qui ont contribué à ce forum, qui est un vrai succès à la fin, absolument. Merci à tout le monde. Bravo. Et on va trouver avec...